Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Bonjour. Bien, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2021. Hervé Ryssen est incarcéré depuis 184 jours. Eric Fioril, pas trop de nouvelles. Le pauvre Rémi, bon, il s'acharne dessus. Il lui trouve de nouvelles charges. Migration, dénoncée par les racialistes. On va pas y revenir. Une autre fois peut-être. Et donc, Johan Nivernet, qui va être en appel d'ici 2 ou 3 mois, voilà, pour sa condamnation pour violence conjugale. Entre parenthèses, le témoignage de son ex-compagne a été pris avec beaucoup d'empressement. On a quelques doutes sur le témoignage de la femme qui a porté plainte contre monsieur Darmanin. Voilà, ça c'est pour ceux qui parlent d'égalité. Déjà, avant de parler d'égalité homme-femme, vous devriez parler d'égalité entre femmes, déjà, pour commencer. Y compris du point de vue judiciaire. Ensuite, parce qu'on va pas être long quand même, confinement, les modalités, donc reconfinement pour donc toujours pour la Côte d'Azur, en plus du week-end bien entendu, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, donc voilà. Alors nouveau confinement, troisième version, c'est-à-dire que les écoles restent ouvertes, voilà, comme pendant le deuxième confinement. Seuls les commerces de première nécessité restent ouverts, tout en sachant que maintenant, bon, ils ont un petit peu appris quelque chose, donc les coiffeurs et surtout les librairies sont ouvertes. Il y a eu quelques problèmes, voilà. Ils veulent donner le change. Possibilité de s'aérer sans limite de durée dans un rayon de 10 km. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut quand même les attestations. Donc, pas plus de 10 km pour vous déplacer. Vous pouvez vous aérer toute la journée si vous voulez, mais il faut une attestation avec soi. Sinon, voilà. Bon. Oui, mais vous pouvez circuler comme vous voulez. Bon. C'est intéressant parce que Madame Audrey Crespo-Maro, oh, pas trop vous la situer, vous connaissez, Thierry Ardisson, Edine Orville, et tous ces censeurs-là. Voilà. Elle a dit, on va faire tout ce qu'on nous demande, le vaccin, le passeport, vaccinal, enfin tout ce qu'on veut, pourvu qu'on reprenne la vie d'avant. Mais il y a la vie d'avant de Madame Crespo. Et il y a la vie d'avant des GJ, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est officiel. On va maintenant où ils veulent, quand ils veulent, voilà. Et puis ils peuvent décider de règles qui divergent d'un cas à l'autre, parce que bon, pendant le premier confinement, on était relativement libre quand même. On ne devait pas sortir de chez soi, mais on pouvait respirer librement. Et oui, il n'y avait pas les masques, parce que ce qui était présenté comme le pic de l'épidémie, il faut savoir que les masques étaient inutiles, tandis que là, bon, là, évidemment, il y a une deuxième puis troisième vague, les autres. Donc là maintenant, les masques, oh là là, attention, là, il y a de l'argent à se faire sur les masques. Sur le permis de respirer, il y a de l'argent à se faire. Donc voilà. Voilà, donc depuis la fin du premier confinement, c'est-à-dire le 11 mai 2020, nous sommes en occupation, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Donc normalement, ceux qui se mettent en opposition contre cette opposition devraient être qualifiés de résistants, malheureusement. Ça serait plutôt des séparatistes, voire des terroristes, à leurs yeux. Voilà. Donc, les choses sont moins claires. Et interdiction des déplacements interrégionaux. Voilà, en clair. Bon.
rester dans un rayon de 10 km. Voilà. C'est 9 km de plus que ce que vous aviez comme autorisation de promenade au premier confinement, en fait. Voilà, en fait, c'est clair. Mais vous pouvez vous promener toute la nuit, toute la journée, pardon, en même temps, parce que le couvre-feu, ils l'ont repoussé à 19h quand même. Et en plus, ils se fichent de vous, quoi. Ils se fichent de ils pensent vous faire une grâce en vous donnant une heure de plus pour aller faire vos courses. Ils se fichent de vous, quoi, en fait, Et, attention, c'est obligation de télétravail pour ceux qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier maintenant. C'est comme quand ils allaient dans les entreprises pour vérifier si les gens mettaient les masques. Voilà. Bon, maintenant, ils le font plus, hein, parce que les chefs d'entreprise, ils s'en fichent. Ils dispensent leurs employés de masques, parce qu'il y a saturation, là. Il y en a qui portent des masques avec on en a marre, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc vous êtes autorisé à travailler, à payer vos impôts, à la boucler et à remplir leur caisse. Voilà vos droits, quoi. Non, mais vous croyez franchement que ça va durer comme ça des années, bande de minables. Vous en êtes à accepter le, le soutien des racialistes, hein. Ça, dans la radicalité de minable, là, on est dans le néant absolu, là. Vous en êtes là, quand même, hein. Vous en êtes là. Voilà, bon. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. À la rigueur, c'était déjà bien utile. Bon, maintenant, on va écouter Alain Soral. Et s'il y a quelque chose à rajouter, on rajoutera à la fin. Voilà. Merci. Ouais, bonjour Alain, c'est Kevin des Pyrénées. Voilà, depuis l'élection de Macron, le système a perdu ses deux jambes qui étaient le PS et l'UMP, enfin anciennement l'UMP, et qui lui permettaient une fausse alternance. Avec Macron, le système il marche donc actuellement sur une seule jambe. On voit que Zemmour, il est plébiscité pour les prochaines présidentielles. Voilà, ma question est celle-ci. Penses-tu que Zemmour soit la solution du système pour rétablir son équilibre? Voilà, merci à toi et à toute l'équipe de R. Force et honneur. Ouais, question intéressante et bon, un peu bizarrement posée. Alors c'est vrai qu'il faut valider la première remarque, c'est que Macron a pris le pouvoir au centre, ce qui n'est pas la tradition française. La tradition française, c'est il y a la gauche, la droite, et un tout petit parti centriste qui peut faire l'arbitre du deuxième tour, pour caricaturer. Mais le principe de la France, effectivement, c'est l'auto-alternance par le bipartisme. Et on se rappelle que Bayrou, qui avait été facilité comme troisième homme contre Le Pen et qui, à partir de cette facilitation, avait monté le MoDem, c'est-à-dire la tentative de faire un grand parti centriste, s'était fait casser par le système. Ce qui veut bien dire que si Macron a réussi ce que Bayrou n'a pas réussi, c'est parce qu'à un moment donné, le système a décidé de sortir de ce vieux jeu gauche-droite français et de détruire à la fois la gauche et la droite pour qu'il n'y ait plus qu'un seul parti unique centriste. C'est effectivement ce qui s'est passé. Destruction du PS, destruction de la droite qui s'est appelée les Républicains et on s'en souvient même plus aujourd'hui. Alors maintenant, on se dit qu'est-ce que va faire le système demain à partir de cette donne assez nouvelle, hein, qui est effectivement ce qui est marquant du pouvoir de Macron. C'est pas qu'il aurait le pouvoir lui, mais c'est que le système effectivement fonctionne maintenant sur un espèce de parti central unique qui est ni de gauche ni de droite, ou est de gauche et de droite, hein, selon les sujets, sachant quand même que l'idéologie dominante est fondamentalement de gauche au niveau sociétal, hein, c'est une lente dérive, et fondamentalement, on va dire, de droite au niveau économique. Hein, voilà. C'est ça la donne. Alors, à quoi sert Zemmour dans ce système? Alors déjà, de dire que Zemmour est plébiscité, c'est faux. Zemmour est mis en avant comme un intellectuel de droite, soi-disant courageux, qui combat la pensée unique dont plus personne ne veut, cette pensée unique étant assimilée, à juste titre, on va dire, à la pensée de gauche essentiellement sociétale, hein. Et en fait, on a déjà constaté que Zemmour n'est pas du tout plébiscité comme un leader politique de premier plan, puisque le sondage lui donne, je crois, que 13% d'intention de vote. Donc, ça ne serait pas
un type qui pourrait aller à la présidentielle, et je ne crois pas que le système ait envie qu'il aille à la présidentielle parce qu'il est beaucoup trop clivant. Donc je pense que son rôle objectif, puisqu'en fait il faut comprendre Zemmour comme quelqu'un qui sert des intérêts qui sont au-dessus de lui, hein, il faut voir Zemmour comme symptôme, comme on va dire pièce sur un échiquier. Et là, il faut faire un distinguo que je vais faire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas confondre les hommes politiques et les chanteurs. Un chanteur, ce qui compte, c'est les paroles de ses chansons. Hein, c'est une jolie chanson, ça raconte quelque chose et ça se suffit. Un homme politique, ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, c'est à quoi il sert et qui il sert et à qui il sert. Et pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est quels sont les réseaux qui lui permettent de le dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend la différence fondamentale entre la politique et la chansonnette, entre un homme politique et un chanteur. Donc Zemmour, tout ce qu'il dit est très bien, je l'ai déjà d'ailleurs dit avant lui et Le Pen l'avait dit avant moi. La question, c'est à quoi il sert. Et là, il semblerait que ce à quoi il sert en ce moment, ce n'est pas d'aller à la présidentielle, c'est de servir avec son aura d'intellectuel médiatique de caution, on va dire de droite, aux candidats que le système veut faire élire ou que le système veut sauver. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Français n'en pouvant plus de la gauche destructrice, il y a un virage à droite qui s'opère et un virage à droite qui est autorisé. Avant, ce virage à droite était interdit quand il s'agissait de Le Pen et même de sa fille, malgré toutes les concessions qu'elle fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec Zemmour, c'est que ce virage à droite, aujourd'hui, est validé par le système. C'est-à-dire que le système en a besoin, le veut et le valide. Et ce virage à droite est opéré par le personnage de Zemmour, qui est donc au service du système pour opérer ce virage à droite. Alors donc, la question c'est à qui Zemmour va-t-il donner à la présidentielle la caution de droite nécessaire pour se faire élire ou réélire ? Les naïfs et les crétins penseront sans doute qu'il va donner cette caution de droite et cette caution du système, par exemple, à Marine Le Pen. Ça serait enfin son tour, elle a fait toutes les concessions et comme ça, elle serait présidente de la République. Je crois, moi, que le système ne veut pas et ne voudra jamais, même d'une dévoyée comme Marine Le Pen, on va dire d'une Le Pen au pouvoir. Ils n'en ont pas besoin et ils n'en veulent pas. Donc, je pense que le plus crédible serait en fait que Zemmour nous serve à nous refaire le coup de Sarkozy, mais cette fois peut-être même avec Macron, c'est-à-dire donner une caution de droite à un Macron qui aurait, corrigé ses erreurs, tenu compte du changement des choses pour changer lui-même. Et donc, moi, je vois plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on resterait sur un parti unique, mais qui se droitise, hein, voilà. Et Zemmour servirait à apporter cette caution de droite et cette caution du système aux candidats qu'il faut valider comme rééligibles ou éligibles parce que droitisés. Voilà. Et je ne vois pas qui le système peut fabriquer aujourd'hui. C'est très dangereux, il n'y a personne. Donc je vois plutôt que le système ferait réélire Macron, mais un Macron flanqué d'un Zemmour, comme à un moment donné, un Sarkozy flanqué d'un Buisson a pu se faire élire, je dirais, à la place de Le Pen et contre Le Pen pour faire un programme qui était totalement le contraire de son discours. Et les crétins, à l'époque, sont les mêmes crétins qu'aujourd'hui d'ailleurs, se sont dit on va préférer, la copie à l'original, on va voter Sarkozy, parce qu'avec Sarkozy, on aura la politique de Le Pen sans la diabolisation de Le Pen. Or, Sarkozy, quand on analyse non pas les paroles du chanteur, mais les réseaux qui le poussent et à qui il fait allégeance, a bien fait ce pourquoi il était promu et pas ce pourquoi il a réussi à capter les votes de l'électorat de droite. Et là, il suffit de regarder le bilan de Sarkozy, hein, voilà, qui était en fait, il a fait intégralement une politique de gauche sur le plan sociétal et une politique de droite sur le plan économique, c'est-à-dire destruction accélérée de la classe moyenne et de la population travailleuse au service des intérêts du capital et notoirement, puisque c'est la logique du capital étranger. Voilà. Donc de ce point de vue-là, Zemmour est un piège, évidemment, une fabrication, sinon il aurait les ennuis que je rencontre moi, que rencontre Le Pen depuis des années. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la politique. Je vous dis, la meilleure comparaison, effectivement, c'est cette petite distinction que je vous ai faite entre le chanteur et l'homme politique. Un chanteur, effectivement, tout est dans les paroles de ses chansons, hein, ça ne va pas au-delà. Un homme politique, ce qui est important, c'est pas ce qu'il chante, mais qui lui permet de chanter. Voilà. Et quand on a compris ça, on peut commencer à faire de la politique et sortir de la bêtise et de la naïveté de l'union des droites et du zémourisme actuel. Oui, bonjour Alain. Que penses-tu
penses-tu du François et sa ligne éditoriale actuelle qui est plutôt en défense des gens qui sont montrés comme complotistes concernant le coronavirus et tout la façon dont ça se situe actuellement, et de son directeur de publication, pas de son directeur de publication, son directeur, que je ne connais pas, mais peut-être toi tu le connais, alors son nom je ne sais plus, mais c'est facile à retrouver. Donc que penses-tu de François, sa position actuelle, et comment perçois-tu tout ça? Merci, bonne journée, au revoir. Bon, bah, c'est une question assez simple. Alors, la petite illusion, c'est qu'on se souvient que François a été un grand quotidien national et assez populaire. Alors aujourd'hui, François, là, n'est pas en fait l'émanation de ce journal. Je pense que c'est des gens qui ont racheté ce titre qui était en déshérence, puisque je crois que François a fait faillite il y a très longtemps. Et en fait, il bénéficie un peu de l'aura du François papier, c'est-à-dire d'un grand média quotidien populaire, pour en fait faire quelque chose qui est une radio Internet, je crois. Je n'ai pas trop creusé, mais c'est là qu'est un petit peu la confusion, je dirais. C'est que ce n'est pas un grand média aujourd'hui qui s'est aligné sur les thèses complotistes. En fait, ce sont un petit groupe qui est sur Internet et qui est sur une ligne qui est très proche de la nôtre et qui a réussi à, je ne sais pas si c'est racheter, relever, récupérer, il faudrait chercher, le titre François. Donc ça leur donne effectivement une espèce d'aura grand public populaire. Alors sur la ligne, moi je trouve qu'ils font un très bon travail. Le journaliste qui s'occupe des interviews là, et qui porte l'idéologie François qui est très proche de la nôtre, on a brièvement dialogué avec lui, oui, il est sur la même ligne que nous pratiquement. Et je trouve ça très bien. Voilà, mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'un grand média populaire, avec les moyens d'un média populaire, a rejoint, comment dirais-je, les thèses qualifiées de complotistes. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ça veut dire qu'un petit média Internet qui est sur la même ligne que nous a pu relever le titre François pour, comment dirais-je, symboliquement bénéficier, on va dire, du prestige. Pas du prestige de qualité d'ailleurs, mais du prestige quantitatif d'un ancien grand média de masse. Voilà, bon. Après, il faudrait, pour ceux qui veulent chercher précisément qui est derrière François, comment s'est fait le transfert du média papier à ce petit média Internet, ce que ça représente comme équipe, comme puissance d'argent, etc. Ça, c'est un travail à faire. Et je vous engage à le faire. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le travail à la fait et document. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est effectivement un travail à faire. Bonjour, Monsieur Soral. J'aurais une petite interrogation sur les affaires de meurtre qui défrayent la chronique depuis quelque temps. Je voulais savoir s'il y avait une congruence entre les affaires d'inceste et de pédosatanisme qui sortent aujourd'hui, les affaires Duhamel ou Berry, et la surexposition d'affaires privées entre hommes et femmes. Par exemple, la vie sexuelle de PPDA au XXe siècle semble au moins aussi importante que les affaires de pédosatanisme de Jane Manson ou de Richard Berry. Voilà. Et est-ce que tout ça n'a pas un rapport, enfin, avec l'incarcération d'Hervé Ryssen qui dénonçait certaines pratiques de certains gens? Merci beaucoup pour votre travail. Là, je serais tenté de dire que la réponse est pratiquement dans la question. Alors effectivement, ce monsieur qui comprend bien les choses met le doigt sur ce qu'on appelle un contre-feu, évidemment. Il y a d'un côté des affaires on va dire de pédosatanisme et avec une dimension incestueuse qui ont à voir avec des réseaux de puissance et avec une certaine dimension communautaire. Enfin, on pourrait dire que c'est en fait ces élites issues de mai 68 qu'on pourrait appeler, en risquant quelques critiques, les réseaux, on va dire, judéo-gauchistes et affiliés, dont on découvre aujourd'hui à la faveur de combats intrafamiliaux, c'est-à-dire de meurtre du père, c'est-à-dire d'enfants abusés qui dénoncent leurs parents, qu'on découvre effectivement que ce que je décris depuis 2002, c'est-à-dire le pédosatanisme de réseau est quelque chose qui existe et qui est très très implanté au sommet de l'État français depuis 68 et puis qui a été encore renforcé à mon avis après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et on voit bien une chose en ce moment, c'est que ces réseaux, je dirais, judéo-gauchistes sont en train d'être remplacés par les réseaux nationaux sionistes.
Hein. Et donc là, je dirais qu'on a une espèce de passation de pouvoir et de liquidation de gens qui étaient sur une ligne qu'on pourrait qualifier de libertaire au sens le plus abusif du terme et qui sont remplacés par des gens qui sont plutôt sur une ligne plus droitière. On va dire que c'est le remplacement de Cohn-Bendit, donc du pédophile Cohn-Bendit, par, on va dire, le sioniste, comment dirais-je, Golnadel. Hein, et on a un petit gain dans ce transfert de pouvoir, c'est que, disons qu'on a des pédophiles remplacés par des partouzards. Hein, c'est-à-dire que nous avons des pédophiles comme Cohn-Bendit qui sont remplacés par Golnadel et Zemmour, qui ont quand même comme point commun tous les deux de ne pas être pédophiles et sans doute très anti-pédophiles, ça je veux bien le porter à leur crédit, mais qui sont des partouzards. Hein, voilà. Quand je dis ça, j'ai les biscuits, donc je suis inattaquable. Et d'ailleurs, libre à eux. Hein, voilà. Donc c'est assez drôle de remarquer qu'on a un transfert de pouvoir de juifs de gauche à juifs de droite et que le petit gain pour nous, les gentils, c'est qu'on passe de pédophile à partouzard et c'est vrai que c'est quand même un peu moins grave. Hein, voilà. Alors après, il y a la création de contre-feux, effectivement, puisqu'on voit quand même une série d'affaires qui sortent et qui sont quand même dans la continuité de ce qu'il y a déjà aux États-Unis, hein, l'affaire de Woody Allen et autres. Et le contre-feu, c'est de sortir PPDA, où là, on n'est pas dans de la pédophilie et de l'inceste, que je sache, on est plutôt dans les privilèges des people quant à une sexualité hétérosexuelle un peu, comment dirais-je, quantitative, hein, qui n'a rien à voir avec, je pense que PPDA, ça n'a rien à voir avec, par exemple, Richard Berry, mais là, on est dans une peut-être stratégie de contre-feu et d'amalgame, et ce contre-feu et cet amalgame est autorisé par quelque chose qui s'est mis en place depuis le livre de la jeune Segura qui attaquait Matzneff, même si Matzneff a malheureusement les deux casquettes, hein, on ne va pas revenir là-dessus, c'est-à-dire la question du viol rétroactif qui s'appuie sur un concept nouveau et très très dangereux, qui est la question du consentement et de l'emprise. En réalité, aujourd'hui, on est en train de valider le viol rétroactif par la notion d'emprise, c'est-à-dire, si on veut résumer, hein, enfin être objectif, des jeunes femmes qui sont fascinées par des célébrités, ce qui est classique, hein, c'est le concept de prince charmant, et qui sont en demande d'amour auprès de personnages qui effectivement, elles demandent à être séduites et elles sont séduites au sens classique, c'est-à-dire baiser et après abandonner, ce qui est assez logique. Et puis des années après, à la faveur de la jurisprudence Segura, décidant qu'avec le recul, elles étaient quand même des gourdes un peu fascinées qui se sont fait baiser par des types qui les ont un peu baratinées pour leur donner ce qu'elles demandaient, mais finalement pas plus, c'est-à-dire les baiser une ou deux fois et après passer à autre chose. On a donc l'exposition de la vie intime et passée de type comme PPDA, traité de violeur, ce qui me semble totalement abusif, d'autant plus que moi je l'ai côtoyé plusieurs fois dans des salons du livre, et je peux vous dire qu'il y avait des files de femmes et de jeunes femmes qui faisaient la queue pour se faire baiser, et le principe de PPDA, avec qui je discutais parfois dans les salons du livre, c'est qu'il baisait une femme différente chaque jour, le soir, ce pourquoi d'ailleurs il faisait un jogging de 7 km tous les matins pour être en forme. Et je vous dis, il n'a jamais eu besoin de violer ou d'insister. Elles étaient demandeuses. Hein. C'est un peu la même chose que Tariq Ramadan, à part que PPDA est un breton qui n'a pas jamais professé d'interdit sexuel lié à la religion. Donc il n'est pas en porte-à-faux par rapport à son idéologie, on va dire, alors que le problème de Tariq Ramadan, qui avait les mêmes pratiques, c'est qu'il était en porte-à-faux avec son idéologie, qui sont les valeurs de l'islam, bien que selon la loi française, normalement, il est inattaquable. Il est attaquable sur le plan moral, mais pas sur le plan pénal. Voilà, hein, si on veut être clair. Donc, effectivement, ces contre-feux aujourd'hui permis par la bêtise et la violence et la haine féministe permet effectivement de confondre PPDA et Richard Berry, on va dire, hein, pour simplifier, hein, ou PPDA et Cohn-Bendit, et ça masque effectivement un sujet plus profond qui a été traité par Rissen depuis des années et qui lui vaut, à mon avis, son incarcération abusive, et qui a été traité récemment de façon plus, je dirais, juridique et moins attaquable par Viguier, sur effectivement les liens qu'il y a entre l'endogamie
les civilisations plutôt sémitiques et, l'inceste et la pédophilie par rapport à l'exogamie beaucoup plus radicale des sociétés qu'on peut appeler ariennes. Voilà. Et, pour l'illustrer simplement, n'oubliez pas que ce qui fonde le freudisme, c'est-à-dire l'idéologie freudienne, ce qu'on appelle la métapsychologie freudienne, c'est l'Oedipe. Et l'Oedipe freudien dit bien que chaque enfant rêve de forniquer avec son ascendant de sexe opposé et de tuer son ascendant de même sexe. Et ça veut bien dire que, selon le freudisme, qui est une idéologie juive, c'est d'ailleurs revendiqué par les juifs eux-mêmes, même si aujourd'hui ils le revendiquent un peu moins fort, l'inceste est au cœur, de la structuration psychologique de la famille. L'inceste est à la demande de l'enfant, c'est ça qui est prétendu. Et le freudisme a prétendu faire de cette pathologie, selon nous, et qui est liée à l'extrême endogamie du judaïsme, notamment du judaïsme talmudique d'Europe centrale, a prétendu faire de cette pathologie un universel. Voilà. Et donc, je pense que la pédophilie gauchiste des années post-68 tardes est beaucoup liée au freudisme et beaucoup liée à un mensonge qui est de faire croire qu'une tendance consécutive à l'endogamie d'un certain judaïsme du shtetl était une norme universelle et une norme bénéfique. Voilà. Donc c'est ça le vrai sujet de réflexion. Et effectivement, ça nous oblige à faire le lien entre la validation de l'inceste et de la pédophilie par un certain judaïsme talmudique. C'est absolument démontré et vérifiable. Et effectivement, c'est très gênant de révéler cette, vérité, qui était d'ailleurs une vérité revendiquée à la fin des années 60-70. On a tous les exemples pour le vérifier. Et aujourd'hui, il faut le masquer, puisque l'époque a changé. Et comme on ne peut pas vraiment le nier, il faut l'amalgamer avec, effectivement, les affaires de sexualité, de personnages socialement dominants, qui nous amènent effectivement à les histoires d'accusations pour viol rétroactif de PPDA. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Il faut faire tout un travail de sociologie historique, pour démêler tout ça et ne pas aboyer, de manière caricaturale sur gentil, méchant, vrai, faux. J'ai essayé de faire ce travail dès l'affaire Matzneff parce que je voyais à peu près où ça voulait en venir. Et vous verrez qu'une fois de plus, j'ai eu raison et que c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais essayé de freiner un peu les jugements à la porte-pièce et hystériques d'une Marion Sigaud, qui, en fait, ne réfléchissait pas sur la complexité sociale et politique du sujet, mais essayait de régler des comptes personnels. Il faut, au maximum dans la vie, et éviter de confondre règlement de compte personnel et vision, politique d'altitude. Voilà, c'est ce que je m'efforce de faire, même si on part toujours de soi, ça on ne peut pas le nier, mais il faut après essayer de monter de ces petits problèmes personnels à des analyses qui ont une valeur un peu plus universelle. Voilà, c'est ce que je viens d'essayer de faire devant vous, une fois de plus. Bonjour, j'ai écouté la présentation de votre prochain livre. Vous expliquez le sous-titre « Pourquoi l'égalité ?» On comprend que le fil rouge du livre, ça sera une critique de l'égalitarisme, mais on pense forcément au nom de votre association Égalité et Réconciliation. On sait, je pense, il me semble, que vous aviez choisi ce nom plutôt en référence à l'égalité des droits civiques, mais étant donné que cette égalité-là, elle est pleinement acquise institutionnellement aujourd'hui, même si évidemment les élites ont énormément de passe-droit, et étant donné qu'aujourd'hui utiliser ce mot égalité en tant que slogan, ça ne sert plus qu'à faire de la surenchère égalitariste complètement folle, ne pensez-vous pas que le nom de votre association, il est maintenant plutôt dépassé et hors de propos par rapport aux idées que vous défendez, notamment dans ce livre, apparemment. Voilà, merci. Là, une fois de plus, je peux pardonner à ce garçon parce qu'il n'a pas encore lu le livre. Mais mon livre, en fait, fait l'historique de l'égalitarisme et explique pourquoi et pour qui l'égalité et les différents types d'égalité. Et donc, ce n'est pas une critique de l'égalitarisme qui reviendrait à faire l'apologie de l'inégalitarisme, comme avec toujours cette espèce de vision qui m'horripile de est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis de droite, j'ai été de gauche, ce qui veut d'ailleurs pas dire grand-chose, ou ça veut dire trop de choses, la gauche s'est fourvoyée, ce qui est vrai une certaine, pas une autre, d'ailleurs une qui n'a jamais eu droit au chapitre et qui a jamais pu exister, donc je serais devenu de droite. Alors, mon livre n'est pas du tout un livre qui fait l'apologie de l'inégalité, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, parce que effectivement,
effectivement, il ferait la critique de l'égalité. Mon livre fait la critique de l'égalité au sens profond de ce que c'est un travail critique, c'est d'où vient l'égalitarisme et, comment dirais-je, à quoi il sert d'une certaine manière. Et donc, ça répond à toutes les dimensions de la question « Pourquoi l'égalité ?» Voilà. Donc, je n'ai jamais renoncé, moi, à un certain égalitarisme. Je dénonce des égalitarismes fous, des égalitarismes dévoyés, et je montre bien qu'on essaye de liquider, ce qu'on appelle liquider le bébé avec l'eau du bain, en nous vendant un égalitarisme fou pour liquider un égalitarisme nécessaire et tout à fait valable. Voilà. Donc là, on est dans le social, sociétal, et bien au-delà. Donc je vous dis, lisez d'abord le livre. Alors après, est-ce que je devrais changer le nom de mon association ? Non, d'abord parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux dire, ça serait très bête de changer le nom de mon association. Et mon association s'appelle bien Égalité et réconciliation entre la gauche du travail et la droite des valeurs. Donc ça s'appelait Pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, parce que ça impliquait que face à l'alliance de pouvoir qui était ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, dont d'ailleurs on sort un petit peu en ce moment, qui était, comment dirais-je, droite du travail et gauche des valeurs, c'est-à-dire le libéralisme libertaire, pour avoir une chance de peser politiquement, il fallait réconcilier les deux camps que le système s'ingénue à opposer et qui étaient la gauche du travail, c'est-à-dire l'histoire sociale telle que je la défends totalement, et une certaine défense des valeurs qui était attaquée effectivement par l'idéologie 68. C'est-à-dire que c'était à la fois lutter contre l'idéologie 68 et en même temps ne pas confondre l'idéologie 68 avec la gauche sociale qui est totalement légitime, c'est-à-dire le plus juste partage du travail et des richesses et la lutte du travail contre le capital. Voilà. Donc vous voyez que c'est toujours plus compliqué et que malheureusement les gens veulent toujours que ça fonctionne comme le foot. Est-ce qu'on passe du PSG à l'OM ? Est-ce qu'on passe du noir au blanc ? Est-ce qu'on est de gauche ? Est-ce qu'on est de droite ? Nous, on est sur la compréhension de processus historiques, de complexité, de manipulation due à des amalgames, etc., etc. Donc, notre association s'appelle toujours Égalité et Réconciliation, mais il faut bien dire de quelle égalité on parle et de quelle réconciliation on parle. Voilà. Et pour ça, tout est dans les statuts de l'association. Eh ben, merci à cette personne de me permettre de le rappeler encore. Alors, je comprends qu'il se trompe un peu sur mon livre parce qu'effectivement, il a tendance à me situer au même niveau qu'un Zemmour, mais moi, je suis à un niveau nettement au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas je suis de droite parce que la gauche, gna gna gna. Je suis ni de gauche ni de droite. Je suis même et de gauche et de droite selon les sujets. Et ce qui m'intéresse, c'est d'approcher au plus près de la réalité qui est une dynamique et pour faire des propositions par rapport à cette dynamique dont certains aspects me gênent beaucoup, d'autres peut-être moins d'ailleurs. Et comment dirais-je, dans ce contexte-là, si je veux me rapprocher de personnages politiques du passé qui étaient sur la même ligne, je pourrais dire qu'aujourd'hui, mon travail est la continuation du travail d'un Proudhon et peut-être même plus encore d'un Sorel, dans la mesure où Sorel est plus récent que Proudhon, il s'appuie sur Proudhon. Et je dirais, pour être très actuel aujourd'hui et assez stratège, que Sorel, pour moi, c'est la réconciliation et la conciliation, ce qui n'est pas un bricolage d'ailleurs, mais ce qui produit une pensée novatrice, je dirais, de troisième voie, c'est la convergence de Marx et de Nietzsche. Voilà. Et en fait, je me situe un peu sur ce terrain sorélien où j'essaye de concilier le travail de fond de Marx, qui est d'ailleurs très égalitaire, avec les intuitions en apparence très anti-marxiste d'un Nietzsche, voilà, et parce qu'il faut tenir compte de ces deux très grands penseurs, voilà. Donc, je ne change pas le nom d'égalité et réconciliation. Je pense que nous sommes dans la ligne, comme l'avait très bien compris un Pierre de Brague du cercle Proudhon. Rappelez-vous ce que c'est que le Proudhon. Nous sommes des soréliens, ce qui est d'autant plus facile que je m'appelle Soral, et nous ne sommes pas passés de l'égalitarisme à l'inégalitarisme. Voilà, c'est plus subtil que ça. Voilà. Il y a des dimensions où nous pensons que l'égalité est une folie, et d'autres dimensions où nous pensons que l'égalité est quelque chose de nécessaire. Et d'ailleurs, c'est en ça que nous avons un pied, je dirais, que nous sommes profondément des helléno-chrétiens, je dirais, voilà, c'est que nous avons un pied dans le logos grec et un autre pied dans le logos chrétien. D'ailleurs, si on est de ce point de vue-là, on est des néo-thomistes. Et d'ailleurs, le logos chrétien et peut-être d'ailleurs intègre le logos grec. Donc c'est rajouter la dimension chrétienne à ce qui manquait peut-être au logos grec. Voilà. Tout ça, c'est dans mon prochain livre. Et je vous incite à le lire et vous verrez que c'est plus compliqué que ça, voilà, mais que ça débouche quand même sur des propositions politiques très, très claires. Et vous verrez qu'elles sont très actuelles et très, très, je dirais, légitimes.
Bonjour Alain, que penser des nouveaux médias comme Sud Radio qui se disent non alignés mais qui ne vous citent et ne vous invitent jamais? Ils sont très performants sur le Covid et pas mal de monde autour de moi ouvre les yeux grâce à eux. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Bah là, on est sur la même approche que le comprendre Zemmour, hein, c'est-à-dire que le système de domination aujourd'hui comprend que les gens sont épuisés par la domination par la gauche, hein, et la gauche sociétale, hein, pas la gauche sociale, parce que de ce point de vue-là, c'est facile de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur le plan de la gauche sociale depuis le virage de la rigueur de 1983. Alors, le principe, je dirais, de la domination, c'est que c'est pas linéaire. C'est pour ceux qui connaissent la voile, le pouvoir remonte toujours contre le vent, puisqu'en fait, il doit dominer et arnaquer une masse. C'est toujours une élite qui domine en exploitant une masse. Donc, ça veut dire que le pouvoir va toujours contre le vent. Et pour aller contre le vent, il faut tirer des bords. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, passer de la gauche à la droite et éviter de se prendre la bonde dans la gueule quand la voile passe d'un seul coup et brutalement de l'autre côté. On est dans ce moment de changement de cap, hein, ce qu'on appelle les alternances fonctionnelles, qui s'appelle la zémorisation du discours dominant, hein, donc en fait un changement de politiquement correct en réalité. Hein. Et Sud Radio a très bien compris que c'est ce qu'il fallait opérer en ce moment, ce qui veut dire qu'au premier degré, ils font un travail qui est très proche du mien, hein, en défendant la thèse Covid alternative, mais en même temps, c'est Berkoff qui le fait. Et Berkoff, c'est Zemmour, c'est Goldnadel. Je le connais d'autant mieux que c'est le premier éditeur de mon livre et que je l'ai connu très, très à gauche. Et à l'époque où il animait une émission d'ailleurs qui s'appelait Français si vous parliez, je crois, sur la 3, et que aujourd'hui, il a été mis en place, sans doute parce que ça correspond peut-être pas mal à ses convictions, hein, mais il a été mis en place comme individu au nom d'une stratégie collective, d'un être collectif, pour tenir un discours que les Français de plus en plus veulent entendre, mais pour empêcher que ce soit moi qui le tienne, ce discours, et que, tenant ce discours, les gens adhèrent à plus que ce discours, c'est-à-dire à toute la vision politique cohérente qui va avec, et qui effectivement, là, poserait certains problèmes à Berkoff. Voilà. Donc, la réponse est toujours la même. C'est la différence entre le chanteur et l'homme politique. Berkoff est un politique. Hein, pour regarder son CV, vous le comprendrez. Il a eu plusieurs époques. Et il a eu l'époque rédacteur en chef de Lui, il a eu l'époque Caton, il a eu l'époque Français si vous parliez, et là il a eu l'époque Trump d'ailleurs, un peu, et l'époque Sud Radio, c'est un peu la même. Et aujourd'hui, il est sur une ligne, on va dire, national-sioniste plus discrète que celle de Goldnadel, avec qui il était associé à un moment donné, et ils se sont un peu éloignés, mais ils ne sont pas si éloignés que ça, parce que moi c'est Berkoff qui à une époque qui m'avait présenté Goldnadel, à l'époque de Jusqu'où va-t-on descendre, et c'est Goldnadel qui m'avait proposé de me recruter comme, on va dire, gentil national-sioniste, hein, parce qu'ils en cherchaient, et que comme j'ai refusé, effectivement, ils ont fait les poubelles, et ils ont trouvé notamment dans la poubelle Papacito. Hein, voilà. Donc, Sud Radio, c'est très bien ce qu'ils racontent. Le problème, c'est que ce n'est pas pour changer radicalement de politique. In fine, c'est pour que rien ne change. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est changer de ligne politique pour que fondamentalement, au niveau de l'état profond, rien ne change. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je dis, comprenez bien la différence entre un politique et un chanteur. Dans un chanteur, tout est dans le texte de la chanson. C'est très joli, on est content de l'entendre. Dans le politique, tout n'est pas dans le texte de la chanson. Et même si ce qu'on entend est très joli et qu'on est content de l'entendre et qu'on partage entièrement, ce qu'il faut voir, c'est qui produit le chanteur, voilà, et qui lui permet de chanter. Et pourquoi il y en a d'autres qui aimeraient bien chanter la même chose, mais ils n'ont pas le droit de le chanter. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la politique. Donc, soit on est un con qui gobe l'union des droites et le zémourisme, soit on n'est pas un con, mais un salaud, c'est-à-dire qu'on va à la soupe, on va à la gamelle, parce qu'on pense qu'on aura résiduellement des miettes. Et ça donne du plus extrême, enfin du plus grossier, qui serait Papacito, au plus vicieux. Subtilement, ça donne Rougeron, vous voyez, ou les mecs de l'incorrect. Vous voyez, ça, c'est des types qui veulent passer à la caisse en faisant semblant de croire que Zemmour, c'est vraiment un changement politique. Et on voit très bien, c'est assez facile de démontrer qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, mais qu'ils veulent simplement être invités à la table des maîtres, qui a besoin effectivement de changer un peu les figurants, parce qu'on ne parle même pas de second rôle, hein, ça sera au mieux des figurants. Voilà. Je les connais tous personnellement. Rougeron, c'est facile à démonter, il est franc-maçon. Donc, est-ce qu'un franc-maçon peut être un patriote intègre ? Pour moi, un franc-maçon patriote, c'est un oxymore. Hein. Il peut être au mieux républicain, ce qui est le contraire de patriote quand on creuse. Hein. C'est pareil, il faut faire un travail historique. Un travail historique,
au niveau des systèmes et un travail comment dirais-je, de sponsor au niveau des personnages. Et vous verrez qu'après, il n'y a plus besoin de polémiquer et que c'est plus une question, je dirais, d'argument au sens spectaculaire. C'est d'où tu viens, qui te fait, qui te finance, qui te permet d'exister, qui te donne la parole, etc. Et ça, c'est le travail qu'on fait à Fait Document. Et là, vous verrez qu'à un moment donné, si réellement il faut changer radicalement de société et réellement, je dirais, faire une sorte de révolution, cette révolution ne se fera pas par Zemmour, ne se fera pas par Rougeron, et Sud Radio n'est pas là pour la porter. Voilà. Elle est plutôt là pour, on va dire, dévier les colères, les accompagner, leur donner un peu à manger, dans le but qu'ils restent bien, on va dire, enfermés dans la porcherie. Bonjour Alain Soral. Voilà, j'aimerais connaître votre avis sur le principe du vote secret, le bulletin secret qu'on met dans l'urne. En réalité, j'ai jamais vraiment compris l'utilité que ça avait, donc je voulais votre avis là-dessus. Et pour enchaîner, que pensez-vous du vote électronique sur le modèle américain qui risque d'arriver en France en 2022, je pense. Donc voilà, si vous pouvez me répondre là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon, le principe du vote secret, c'est que c'est une jolie idée, mais qui est un peu naïve quand on regarde la complexité réelle du sujet. C'est que le vote est secret pour qu'il soit libre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse vous empêcher de voter comme vous voulez. C'est-à-dire, on va dire que le pouvoir ne puisse pas vous obliger par la coercition à voter pour le pouvoir. Donc ça, c'est la jolie idée du vote secret. C'est difficile d'ailleurs de le dire autrement. Même si dans des sociétés plus organiques et plus petites, on pense notamment aux votations dans les États suisses qu'on appelle les États primitifs, où on vote à main levée sur la place du village d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est très beau parce que comme ça, on sait qui pense quoi et que ça veut dire que personne n'a honte de ce qu'il pense et assume ses idées, puisque voter en fait en douce, ça veut peut-être dire qu'on n'assumerait pas on aurait le sentiment que c'est un vote laid. Et là, on pense bien effectivement aux gens qui votent en douce Front National, parce qu'en fait, on ne peut pas assumer d'être Front National. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect, le vote secret est nécessaire parce que ça permet la liberté de vote. Et en même temps, c'est quand même plus élégant un vote sur une agora à main levée devant tout le monde où chacun assume ses positions parce qu'il estime qu'elles sont parfaitement assumables. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on voterait pour des choses dont on a honte. Voilà. Donc ça, c'est une petite présentation générale. Alors après, on parle du vote électronique. Déjà, il ne faut pas être naïf. Le vote, il est déjà électronique à plein de niveaux depuis très longtemps. Et même si on a vu là, de manière spectaculaire, comment l'élection a été volée à Trump aux États-Unis par le vote électronique. Ça existe déjà en France, ça. Et moi, je rappelle, certains crétins se sont moqués de moi. Je ne citerai pas une fois de plus Lapierre parce que c'est vraiment devenu un punching ball. Se sont moqués de moi quand j'avais dit que Macron était 4e du premier tour. Macron, selon le vote secret des urnes traditionnel, était bien 4e du premier tour. Mais les élections ont déjà été volées par la dimension électronique du comptage des bulletins, puisque c'est pas manuel d'un bout à l'autre. Puis de toute façon, il y a la question des assesseurs, etc. Il y a très longtemps que les élections sont truquées partout, et aussi bien en France qu'à Bamako, faut pas rêver. Rappelons-nous de l'élection volée de Manuel Valls quand il a voulu revenir. Voilà. Et ces élections volées, même souvent, s'il est démontré qu'elles sont volées, elles peuvent être d'ailleurs volées ou illégales ou normalement non validables à cause notamment de dépassement de budget de campagne. Pratiquement toutes les élections présidentielles depuis des années auraient dû être invalidées par le Conseil constitutionnel pour dépassement de la limite. Regardez, je crois que même Roland Dumas a avoué qu'il avait sauvé les deux principaux candidats à l'époque où il était à la tête du Conseil constitutionnel, dont le président élu, parce que sinon ça menaçait trop la démocratie. Il aurait dû peut-être effectivement menacer un peu plus cette démocratie qui validait à l'époque, même si aujourd'hui il la valide moins, parce que cette démocratie très communautaire d'ailleurs lui a botté le cul. C'est assez intéressant de voir l'évolution d'un Roland Dumas qui était aux côtés de Jakubowicz à l'époque du procès Barbie, procès rétroactif totalement illégal, mais sur le modèle de Nuremberg, et qu'à la fin de sa vie, il était aux côtés de Vergès, qui à l'époque était l'avocat de Barbie, pour voir comment, ça c'est intéressant d'étudier les parcours toujours. Même remarque, faire un travail fait et document systématique sur tout. Voilà. Donc, le vote électronique, effectivement, est une escroquerie. Il est déjà en place en France. Je vous rappelle qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui valide l'élection.
C'est quand même assez drôle, je veux dire, quand vous réfléchissez à ce que ça veut dire. Et que de toute façon, si je veux faire un peu d'humour, je dirais, c'est un sujet pour, pour choir. Ça. Moi, je suis fondamentalement pas démocrate. Je pense qu'il ressort rien de bon de la démocratie et du vote majoritaire. Je rappelle que le vote majoritaire, c'est un très beau symbole. C'est ce qui a permis de libérer Barabbas, c'est de faire crucifier Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne réflexion pour Monsieur Chouard. Et moi, je suis pour le despotisme éclairé. Je pense qu'il n'y a que ça qui a apporté du bien dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus durable et pérenne que l'électoralisme majoritaire, dont d'ailleurs Lugan montre bien toutes les limites quand il parle, et les absurdités quand il parle notamment spécifiquement de l'Afrique. C'est un très bon sujet. Donc, élection piège à con, voter s'écrit VAU plutôt que VO. Et je dirais finalement, quand on regarde l'histoire, rien de bon n'est jamais sorti de l'élection majoritaire, qu'elle soit secrète ou pas. Et d'ailleurs, même quand elle est secrète, elle n'est pas tant que ça, parce qu'il faut être naïf pour penser que quelqu'un vote librement parce que personne ne le regarde. En réalité, pour voter librement, il faudrait qu'on abolisse tout ce qui est de l'ordre de la fabrique du consentement. Et je rappelle que la fabrique du consentement, qui est une expression de Chomsky, lui-même, en fait, est à la tête de la fabrique du consentement. Donc, c'est tellement complexe que l'idée qu'on puisse voter librement et en conscience est une question, je dirais, métaphysique que Chouard a à peine commencé à aborder. Et s'il allait au bout de ce travail, il verrait qu'à la fin, il serait peut-être plus du tout démocrate. Mais bon, c'est un naïf et c'est un honnête, mais je veux dire, il a pas travaillé encore assez longtemps sur un sujet qu'il a découvert finalement assez récemment. Voilà. Donc, je vous enjoins tous à réfléchir profondément sur la notion de voter librement et en conscience, ce que ça devrait impliquer d'un point de vue philosophique. Et là, on est carrément, je dirais, dans de la métaphysique. Bonjour Monsieur Soral. Pour reprendre le scénario de Comprendre l'Empire d'il y a 10 ans, aujourd'hui dans un scénario orwellien 1984, avec le vaccin qui semble se mettre en place, est-ce qu'on peut espérer une réaction helléno-chrétienne, en sachant que ce qui reste en France, c'est quand même un catholicisme zombie, et une population halogène qui est peut-être de l'ordre de 30%, qui se fiche probablement de ces histoires d'helléno-chrétiens. Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir? Merci Monsieur Soral. Pour citer Maurras, la politique n'est pas le lieu du désespoir. Pour ça, il y a la poésie romantique, il y a le spleen de Paris de Baudelaire. Enfin, je veux dire, il y a des tas de lieux pour le désespoir. Mais la politique, c'est le lieu de l'espoir, par définition, du projet et du combat. Donc moi, je suis pas là pour vous vendre du désespoir. Je suis là pour trouver toujours des raisons d'espérer et surtout de les trouver, c'est-à-dire de les fabriquer. De les construire collectivement. Et donc, je ne vais pas vous dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Les gens qui, en général, disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement intérêt au changement et que leur situation est suffisamment confortable pour qu'ils puissent contempler le chaos comme un spectacle. Mais il faut bien distinguer, et ça c'est un travail presque marxiste, celui pour qui le chaos est un spectacle parce qu'il lui tombe devant lui, et celui pour qui le chaos est réellement une catastrophe parce qu'il lui tombe sur la gueule. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc les gens qui supportent le chaos comme un spectacle en disant à quoi bon, tout est foutu, ça me rappelle d'ailleurs les engueulades entre Rebattet et Maurras à l'époque des décombres. En général, les gens qui peuvent se permettre de supporter ce chaos, c'est parce que ce chaos ne leur tombe pas violemment et directement sur la gueule. Ils ont encore de quoi tenir, on va dire. Voilà, c'est ça qui est triste. Et ça demande de faire une analyse de classe. Et cette analyse de classe, en général, fait très vite fermer sa gueule à l'arrogant pessimiste qui en fait des tonnes, alors qu'en fait, il ne fait qu'exprimer une position de classe, position de classe résiduelle. Voilà. Donc, le marxisme est toujours très utile. C'est en ça, d'ailleurs, qu'il ne faut jamais choisir définitivement entre Marx et Nietzsche, pour simplifier, parce que Nietzsche est à la mode en ce moment. Il faut se servir utilement de son Marx et se servir utilement de son Nietzsche. C'est un peu comme un chevalier. Il a la masse d'armes et il a l'épée. Il faut qu'il se serve des deux. Voilà. Et donc, effectivement, la France, telle que nous l'aimons et nous la concevons, que nous appelons helléno-chrétienne, parce que c'est ce qu'elle est profondément, a été effectivement sapée par ces élites abusives et ces élites illégitimes, décennie après décennie, on va dire, depuis
on va être sympa pour faire plaisir à Marion Sigaud, on va dire depuis la Révolution française, même si c'est plus compliqué que ça. Et il y a eu, il y a eu des moments de sape violents qui sont en fait souvent successifs à des défaites militaires, hein, Waterloo, la défaite de 70, la saignée de 14-18, même si on l'habille en victoire, c'est une énorme saignée. Tout s'est passé sur le territoire français, je le rappelle. Hein. C'est une énorme boucherie qui s'est passée chez nous, hein, et qui a eu des coups énormes qui sont d'ailleurs, dans ce coup, il faut mettre la défaite de 39. Hein. C'était difficile 20 ans après de recommencer, alors que tout s'était passé sur le territoire français et sur la gueule du peuple de France. Hein. Il faut bien le comprendre. Donc après, effectivement, il y a 39-45. Alors, il y a des petits sursauts comme ça, un peu superficiels, qu'on peut appeler, par exemple, le gaullisme. Hein. Mais globalement, et puis après, il y a mai 68, il y a la Mitterrandie. Après, il y a Sarkozy incarnant, soi-disant, la droite, hein. C'est-à-dire les malades saloniques se faisant passer pour des gaullistes. Enfin, je veux dire, on ne fait effectivement que dégringoler pour, partant de, on va dire, pour faire une comparaison de l'Empire austro-hongrois, finir par être l'Autriche actuelle dont il reste de sa glorieuse histoire que les valses deviennent, en gros. Hein. Mais nous, ça sera Top Chef. Hein, voilà. Donc, ça va très mal. Effectivement, l'immigration incontrôlée et volontairement incontrôlé est là pour que ça aille très mal. Le métissage qui s'accompagne est là pour que ça aille encore plus mal. L'idéologie de gauche, c'est-à-dire l'égalitarisme fou, est là pour que ça aille encore plus mal. Enfin, plus effectivement derrière la dictature Covid. Enfin, on voit bien que ça va très, très, très mal. Après, il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a un peuple en souffrance. Il reste un peu on va dire de bon sens, au sens d'intelligence fonctionnelle minimale, qui fait que les gens sont quand même pas capables d'obéir jusqu'à mettre leurs mains dans le feu, je veux dire, parce que ça brûle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a un acte réflexe, hein. On enlève la main du feu parce que ça brûle. Donc, on peut quand même espérer de ce sursaut de common decency. Il n'y a même pas besoin pour ça de parler spécialement d'helléno-christianisme ou de catholicisme zombie, mais je dirais plutôt de bon sens populaire par rapport à une réalité absolument néfaste et négative, et en s'appuyant là-dessus, en faisant un travail de pédagogie, un travail aussi de réconciliation quand c'est nécessaire, et de lutte bien orientée, en s'appuyant bien sur le Carl Schmitt, hein, ennemi prioritaire et ennemi secondaire, en faisant vraiment le travail, on peut espérer et se dit cet espoir est un travail de combat politique. Hein, voilà, c'est pas une pause, c'est pas un sentiment, c'est même pas non plus un concept. Hein, c'est un engagement. Hein, voilà, un engagement au sens pascalien du terme. Et nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Sinon, effectivement, se laisser mourir, mais à ce moment-là, on ferme sa gueule. Ou on peut effectivement aussi écrire de magnifiques poèmes sur la fin du monde. On a le droit si on a du talent. Mais sinon, je dirais. On arrête d'encombrer le terrain politique pour rien, on ferme sa gueule. Hein. C'est-à-dire, il y a le combat politique, le désespoir qui devrait amener au suicide, sinon c'est de la pause, la poésie quand elle est de qualité. Voilà. Moi, j'ai choisi le combat politique, c'est-à-dire l'espoir à aller chercher partout où il peut encore être. Hein. Et en conclusion, c'est pas gagné, mais comme je l'ai déjà dit et écrit, le combat politique est à la différence du football, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc même si vous êtes mené 15-0, vous n'avez jamais définitivement perdu. Et c'est ça c'est aussi ça où il faut faire la différence. Comme il faut faire la différence entre le chanteur et l'homme politique, il faut faire la différence entre le sport où il y a des limites données, hein, et la politique qui est, je dirais, un sport sans limite. C'est-à-dire que sans limite temporelle, déjà, parce qu'on peut étendre la comparaison. Et donc, même si en ce moment ça va très mal, je dirais, on a l'éternité devant nous pour redresser la situation et finir par gagner. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Mao. D'ailleurs, je dis qu'elle est de Mao parce qu'il l'a utilisée, mais elle est on peut peut-être la trouver ailleurs, c'est pas grave, qui est de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Rappelez-vous la longue marche de Mao. Moi, j'aime bien m'intéresser aux personnages politiques qui ont fini par gagner en partant de très très bas. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse à Lénine, je m'intéresse à Mao, je m'intéresse aussi à Che Guevara parce que lui, il a perdu. Vous voyez, il faut comprendre pourquoi certains gagnent, certains perdent. Et je finirai sur cette phrase optimiste et réaliste. Et d'un optimisme qui ne nie pas tout le pessimisme nécessaire, n'est-ce pas? Parce que là, il y a une unité dialectique des deux. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ça sera notre slogan. Oui, bonsoir, monsieur Saurin. Je voulais savoir ce que vous pensiez du Québec
Et je voulais savoir, selon vous, comment se présentera l'élection 2022. Au revoir. Ben, c'est deux questions qui n'ont rien à voir, mais bon. Eh ben, moi, ce que je pense du Québec, c'est que les Québec sont des Français, plus français malheureusement que la France actuelle. Et c'est assez triste parce que normalement, justement dans une vision on va dire, de troisième voie gaulliste, vive le Québec libre, on devrait tendre la main au Québec, alors qu'en réalité, le pouvoir français illégitime, et c'est une des manières de démontrer qu'il est totalement illégitime et donc anti-français, hein, c'est la différence entre les rois de France et nos leaders républicains, c'est que les rois de France, on peut tout leur reprocher, mais ils travaillaient à ce qu'on peut appeler le précaré, la grande France, puisque c'était leur intérêt même personnel et c'était leur destin. Alors que nos leaders républicains ne sont pas là pour servir, mais pour se servir, et d'ailleurs au nom d'idéologies qui sont profondément, je dirais, antipatriotes et même antinationales, puisque à la limite fondées par la vision maçonnique universelle, si on veut dire les choses simplement. Et moi, ma tristesse donc, c'est que je constate que les Québécois sont un petit îlot français plus français que les Français, et c'est pas à cause des Français malheureusement, qui au lieu d'être soutenus et chéris comme ils le devraient, sont regardés avec un peu de mépris par une France qui ne s'appartient plus. Voilà. Sinon, effectivement, le pouvoir français, on pourrait aussi parler d'ailleurs de la Belgique francophone, devrait tout faire, dans une lignée gaulliste au sens positif du terme, pour faire se rapprocher les Québécois qui sont victimes effectivement de la majorité anglophone de l'État canadien. L'État français devrait tout faire pour tendre la main aux Québécois, alors qu'il fait en fait exactement le contraire. Donc, moi, je salue avec une grande fraternité nos frères québécois, et effectivement, je leur dis que si un jour le courant que je présente reprenait le pouvoir sur la France, je ferai tout pour réunir par tous les moyens le Québec et la France. Voilà. Je finirai sur cette note optimiste. Ah oui, la deuxième partie de la question, qu'est-ce que je pense de quoi des élections de 2022 ? En fait, soit il n'y aura pas d'élection parce qu'on se servira du Covid pour dire que les conditions ne sont pas réunies et on prolongera un état d'urgence justifié par l'état d'urgence sanitaire qui maintiendra en fait la clique Macron au pouvoir, et un Macron qui de toute façon est corvéable à merci par l'État profond et qui pourra, étant donné qu'il est un centre mou, décider d'aller vers plus de droite zémourienne si l'État profond décide que c'est comme ça qu'il faut faire pour se maintenir au pouvoir et contenter un peu la colère du peuple sans ne rien changer profondément, hein, on va dire ça comme ça. Et puis s'il y a une élection, je ne vois pas quel personnage pourrait être fabriqué vite fait là, pour nous le vendre comme présidentiable. Je crois que le système ne voudra jamais de Marine Le Pen, bien qu'elle fasse des à peu près tout le monde. Ça, c'est le côté tragique de la fin du lepénisme, hein, et à la limite, tant mieux, parce que c'est une séquence historique dont il faut absolument sortir pour pouvoir recréer du patriotisme sain. Hein. Là, je n'incrimine pas Jean-Marie, hein, même si on peut le rendre un peu responsable d'avoir transmis le pouvoir à sa fille. Mais bon, il ne pouvait pas deviner qu'il serait le père Goriot à ce point-là. Mais bon, c'est un constat. Il a fait un mauvais calcul dû sans doute à une mauvaise appréhension. Mais qui peut deviner qu'il va être poignardé par ses propres enfants ? César lui-même n'a pas vu Brutus arriver. Hein. Voilà, donc est-ce qu'on peut reprocher à Le Pen ce qu'on ne peut pas reprocher à César ? Voilà, donc Marine ne sera jamais présidente, ça j'en suis à peu près certain, sachant ce qu'est l'État profond. Il n'en a pas besoin, justement. Zemmour ne sera pas candidat parce qu'il est trop clivant, mais il sera là pour accompagner le candidat que l'oligarchie aura décidé de droitiser. Donc, fort de cette réflexion, je me dis qu'on risque d'assister soit à une suppression des élections qui seront repoussées ad vitam et à une gestion d'experts, une gestion collégiale, dictatoriale, comme c'est fait aujourd'hui au nom du Covid et du sanitaire, hein, qui est de toute façon un prétexte, soit ça sera l'élection bien amenée de Macron par sa droitisation zémourienne. Hein, voilà. Et ce que je vais rajouter, c'est pour que cette droitisation zémourienne de Macron soit crédible, l'éternel Gugus Mélenchon, il lui sera dévolu le rôle de rendre ça crédible en incarnant l'islamo-gauchisme jusqu'à Lali.
Et là, ça permettra de vérifier que Mélenchon, qui est un pur produit de la Mitterrandie et du Grand Orient, n'a toujours été qu'un type sous contrôle du système pour jouer les faire-valoir et le second couteau, que la seule fois où il a cru qu'il pouvait avoir un destin populiste de gauche, il a été remis à sa place par une perquisition chez lui et par un œil hostile sur ses comptes de campagne. C'est-à-dire que quand tu joues le populiste, tu es traité comme un populiste, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, je vois bien un scénario d'une droitisation de Macron pour le rendre crédible par Zemmour, et parce qu'il faut toujours effectivement un opposant pour valider effectivement cette soi-disant lutte d'une droite contre une gauche, auquel tous les cons adhèrent, y compris ceux parfois qui me posent des questions, on aura le faire-valoir Mélenchon, à qui on ordonne déjà d'incarner, pour lui donner une consistance inquiétante, et pour que ce soit un repoussoir, l'islamo-gauchisme. Hein, voilà. Donc, je vous ai brossé le tableau. Je ne sais pas si ça se passera exactement comme ça, mais je veux dire, réfléchir comme ça, c'est réfléchir à la politique telle qu'elle est. Voilà. C'est-à-dire que ça peut très bien ne pas être finalement juste, mais en tout cas, c'est cohérent et ça ressemble à la manière dont travaillent les officines politiques et dont travaille le pouvoir profond. Et je vous dis, c'est comprendre ce que c'est qu'un homme politique. C'est valable pour Mélenchon aussi. C'est pas ce qu'il raconte, c'est d'où il vient, à quoi il sert et qui il sert en dernière instance. Et donc, pour conclure, nous aurons donc une réélection de Macron, d'un seul coup devenu un mec de droite grâce au travail que lui apportera Zemmour, dans on va dire une répétition de ce qu'a pu être le sarkozysme à une époque. D'ailleurs, je vous rappelle, quand on fait le travail, que derrière les nouveaux réseaux Macron et aussi les réseaux Zemmour, il y a tous les sarkozystes qui ne peuvent pas revenir à cause des casseroles judiciaire de Sarkozy, hein. Donc ça sera un Macron-Sarkozy d'une certaine manière, un Sarkozy sans Sarkozy, et pour que ça soit crédible dans un regard bien con droite-gauche, Mélenchon incarnera effectivement cette gauche dont plus personne ne veut et cette gauche qui fait peur, c'est-à-dire à la fois le gauchisme pédophile et l'islamisme, puisque en fait c'est les deux additionnés. Ça sera le rôle dévolu à cet éternel guignol qui est Mélenchon, qui n'a jamais incarné la classe ouvrière, comme l'a bien rappelé à l'époque Grémetz, hein. Et puis le constat de tout ça, c'est que Marine sera la dindonne de tout ça, puisque si tout ça est bien monté, elle sera même sortie du deuxième tour. Hein, voilà, puisque finalement, Macron-Zemmour, le tandem Macron-Zemmour lui piqueront les voix de droite et les voix sociales et de gauche seront bien réunies autour de la personne de Mélenchon, qui ira une fois de plus pour perdre. Hein. Je rappelle que la dernière fois, si Hamon s'était retiré dès le premier tour, c'était Mélenchon qui était au deuxième tour. Hein. Donc vous voyez que tout ça, quand on réfléchit, est sous pilotage oligarchique et de l'État profond. Et même à Mélenchon, on le sait très bien, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas eu le droit d'être au deuxième tour. Hein. Alors que s'il était au deuxième tour, il pouvait même être élu. Hein. Et c'est triste pour ces guignols parce qu'en même temps, il rêverait en fait de monter sur la marche suprême du pouvoir, même si ce n'est que de la représentation. Mais les gens qui les ont fabriqués et qui les tiennent par toutes les casseroles et les dossiers qu'ils ont sur eux, qui s'appellent simplement bouffer de la République, fait qu'ils savent que ce premier rôle de cinéma, en gros, ils ne l'auront jamais. Hein, voilà. Et d'où leur agacement et parfois même leur petit dérapage. Hein. C'est là qu'on peut peut-être comprendre de temps en temps les dérapages de Mélenchon envers le CRIF. Voilà. Parce qu'il faut bien de temps en temps que, comme pour une cocotte minute, la soupape joue son rôle, quoi. Voilà. Donc là, peut-être que par cette petite travail de prospective, je ne sais pas si j'ai approché de la vérité, mais au moins je vous ai fait de la cuisine politique telle qu'elle est. Voilà. Et c'est quand même ça le principal. C'est pas de balancer des intuitions, c'est de montrer des mécanismes. C'est pour ça que, par exemple, en philosophie, il vaut mieux comprendre Hegel que d'être d'accord avec Nietzsche, si on veut effectivement progresser. Parce que ce qui compte, c'est les médiations, c'est la mécanique. C'est pas les intuitions vertigineuses, parce que c'est comme quand vous répondez à un problème de maths sans mettre la démonstration. Si vous mettez que les résultats en maths, vous avez 0, parce que ce qui compte, c'est comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et voilà, c'est le travail que je vous fais. Bonjour Monsieur Sorel, une question d'actualité au sujet de Génération Identitaire. Que pensez-vous de ce mouvement? Que pensez-vous donc de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leurs actions et de leur toute récente interdiction? Merci, bon courage à vous, forfait honneur. C'est un très bon sujet aussi. Alors, Génération Identitaire, leur combat est totalement légitime.
c'est-à-dire qui défendent l'identité de la France, qui est gravement menacée aujourd'hui par l'immigration incontrôlée, donc aussi un certain islamisme qui n'est pas une religion d'État française et qui en plus est sur une ligne favorisée par l'État profond wahhabite qui est très dangereuse. Donc Génération Identitaire, ils sont très légitimes. Surtout quand ils luttent contre des gens qui sont, je le rappelle, qu'on appelle des sans-papiers, mais qui sont des clandestins et dont normalement la place sur le territoire français est illégale. Et en fait, ils ont même le droit, je crois même que c'est constitutionnel, de servir d'une certaine manière d'auxiliaire de police, c'est-à-dire d'aider à ce qu'on puisse repérer et expulser les clandestins. C'est tout à fait légitime. Je crois même que c'est dans leur droit. Et ce qu'on constate, c'est qu'on nous a mis en avant, et ça Xavier Poussard a été prophétique parce que lui aussi maîtrise bien la politique, ô combien, il avait bien dit en avance, parce que penser en politique, c'est prévoir, c'est pas la phrase débile, ce que j'aime c'est Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé, et sans doute la phrase la plus malsaine en politique. Ce que les gens aiment chez Soral, c'est qu'il a presque toujours raison. Vous voyez, c'est comme ça qu'on montre qu'on est un peu performant, c'est qu'on a été capable de prévoir un peu avant les autres et de prévoir à peu près juste. Donc, Xavier Poussard avait bien dit il y a des mois que l'idéologie dominante qui s'appelle le séparatisme aujourd'hui, qui est de dire que la France est en train de se fractionner, ce qui est vrai, n'aurait pas pour fonction d'avoir une politique plus autoritaire et plus patriote, je dirais, en banlieue, mais aurait comme conséquence de dissoudre Génération Identitaire, vous voyez, et non pas de s'en prendre réellement à l'islamisme. Et ça s'est parfaitement vérifié. Le ministère de l'Intérieur a dissous Génération Identitaire en même temps qu'on a mis au ministère de la Justice un ministre de s'emmêler et qui est même très très emmêlé pour des raisons qui vont beaucoup plus avoir avec l'affairisme qu'avec ses origines, et qui s'appelle Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, c'est le message envoyé à la délinquance ethnique de faire ce qu'elle veut, c'est clair et net. Et de l'autre côté, effectivement, on met Dupond-Moretti à la justice et on dissout Génération Identitaire. Donc en fait, on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait. Alors après, le problème de Génération Identitaire, c'est que c'est des jeunes et qui sont à la fois naïfs et lâches. C'est-à-dire qu'ils sont naïfs parce qu'ils pensent combattre les effets sans remonter aux causes. Alors ça, c'est de la naïveté, mais qui est souvent aidée par de la lâcheté, parce que remonter aux causes, c'est faire le travail que je fais, et c'est beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire qu'on risque beaucoup plus que la dissolution, on risque l'incarcération. C'est-à-dire là, on passe de Génération Identitaire à Ricen. Là, ça rigole beaucoup moins. Moi, j'avais prévenu notamment la petite jeune fille là, dont j'oublie le nom, de Génération Identitaire, que ça ne servait à rien de lécher le cul des sionistes au nom du nationalisme, c'est-à-dire en se mettant sur une ligne nationale-sioniste et en acceptant de faire d'Israël la championne du nationalisme, ce qui est une malhonnêteté, une bêtise insigne, parce que ça veut dire que si vous ne marchez pas avec Soros, vous devez marcher avec Netanyahou et Golnadel. Or, cette alternative est le piège, et c'est le piège du bon flic et du mauvais flic. Voilà, ça, à la fin, vous finissez en tôle, quoi. Donc, Génération Identitaire, ils ont eu beau prendre Golnadel comme avocat, ils ont été dissous, voilà. Et ça démontre simplement tout ce que je dis, c'est que leur cause est légitime, mais tant qu'ils ne remonteront pas à l'origine et qui ne nommeront pas l'ennemi principal dans une démarche, schmittéenne, ça sera à la fois des victimes, des idiots utiles et je dirais même un peu des faux durs. Et là, moi, je les enjoins à aller chercher leurs exemples pour un vrai combat admirable. En Espagne, en ce moment, il y a une jeune petite Espagnole de 18 ans qui fait le boulot, et c'est pas Mario Maréchal, et c'est même pas la jeune identitaire là qui allait se commettre chez Hanouna récemment. Voilà. Si vous voulez, Génération Identitaire, trouver un modèle qui vous permettra de mener un combat radical, mais qui porte ses fruits et qui peut amener à quelque chose sur le long terme, plutôt qu'à la défaite et à l'humiliation et en plus à la corruption systématique, allez chercher du côté de cette jeune Espagnole. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Et tant que vous ne serez pas sur cette ligne-là, pour moi, vous mériterez votre destin, malheureusement, malgré toutes vos qualités. Je finirai là-dessus. Bonjour Monsieur Soral, donc merci pour tout le travail que vous faites. Je voulais savoir ce que vous pensiez du travail de Monsieur Jean-Marc Jancovici et entre parenthèses éventuellement celui d'Aurélien Barraud, donc présent sur YouTube, concernant le réchauffement climatique. Vous dites souvent que le réchauffement climatique ou la crise climatique qui va arriver va être
sans précédent, mais qu'elle n'est pas liée uniquement aux répercussions que l'homme a sur la planète. Pouvez-vous nous donner des sources et peut-être des livres à lire? Merci. Au revoir. Déjà, je corrige tout de suite. J'ai jamais dit que le réchauffement climatique allait être sans précédent. J'ai dit que la théorie du réchauffement climatique était une manipulation relativement mensongère, qui part de bases erronées. Pour ça, je vous invite à aller voir les travaux de Camille Vert, que nous avons d'ailleurs relayés sur le site, et à écouter l'émission que nous allons mettre en ligne. D'ailleurs, je pense qu'elle sera déjà en ligne au moment où passera ce Soral répond, qui est notre 3e volet du Grand Reset, le Grand Reset par l'écologie, qui effectivement, dont le cœur est, comment dirais-je, la régression économique, qui va toucher les classes populaires et le monde du travail premièrement, au nom de la lutte contre un réchauffement climatique que je conteste en tant que réchauffement climatique anthropique. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Un, je pense qu'il n'y a pas spécialement de réchauffement climatique. Il y a des périodes, on va dire, de calme climatique et des périodes de pic, on va dire, de variation climatique, c'est-à-dire où les écarts chaud-froid sont plus importants à certains moments qu'à d'autres époques, sachant d'ailleurs que c'est des moyennes, parce que quand on parle de réchauffement climatique, la question c'est où? Parce que la planète, c'est une sphère, et une moyenne planétaire ne veut rien dire. Voilà, c'est que d'ailleurs, il y a des gens qui disent oui, quand je leur fais remarquer qu'il fait plus froid en ce moment à certains endroits, ils disent oui, il fait plus froid en ce moment à cet endroit-là à cause du réchauffement climatique, pour vous dire le niveau d'absurdité du raisonnement. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ça peut produire du plus froid à certains endroits. Donc, pour celui qui est à cet endroit-là, il n'y a pas de réchauffement climatique. Il fait plus froid. Voilà. Donc, après aussi préciser, moi, je ne crois pas à la thèse du réchauffement climatique anthropique. Ça, c'est une deuxième chose. C'est-à-dire que même s'il y a un réchauffement climatique, il est à constater, il n'est pas si grave que ça, il n'est pas dû aux hommes et à l'activité humaine, c'est-à-dire à l'industrie. Alors, il faut bien comprendre que anthropique, selon qu'on l'écrive A-N-T-H ou E-N-T, ça veut dire des choses différentes. Anthropique, A-N, ça veut dire fait par l'homme. Donc, je ne crois pas au réchauffement climatique dont l'activité humaine serait responsable. L'activité humaine par rapport à la production de CO2 est relativement minime et résiduelle par rapport à d'autres causes qui sont l'activité solaire, etc., etc. Et ça, les travaux des climatologues sérieux et des météorologistes sérieux le démontrent très, très bien. Voilà. Sinon, le reste, c'est le baratin du GIEC, baratin officiel. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'entropie, qui veut dire désorganisation. Donc, parfois, c'est vrai qu'on devrait dire réchauffement climatique dû à l'activité humaine. C'est ça que ça veut dire, réchauffement climatique anthropique. Je n'y crois pas. Et je crois que ceux qui nous vendent le réchauffement climatique anthropique sont très souvent simplement des escrocs liés, on va dire, au mondialisme et liés aux tenants du mondialisme, et qui ont intérêt à proférer ce genre de discours pour des raisons d'ascension sociale et d'argent. Voilà. Jean Covici, on se l'est payé dans le 3e volet du Grand Reset, c'est assez facile de se le payer. C'est un ex-technocrate qui est profondément lié au lobby atomique français, ce qui fera d'ailleurs qu'à un moment donné, il va se prendre les écologistes dans la gueule, même s'il est pour la décroissance. Donc lui, ça sera assez facile il se fera coincer par son lien au lobby atomique. Voilà. Donc là, à mon avis, il n'y a même pas besoin de se le payer. Il va aller tout seul droit dans le mur parce qu'il a pendant des années séduit les décroissants, au nom de la transition énergétique et même en réalité de la régression énergétique. Vous regardez ses travaux. Et puis, à un moment donné, comme il dit que la seule solution, c'est de maintenir l'atome, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais là, il va se prendre les écolos dans la gueule, alors qu'au départ, il était soi-disant un compagnon des écolos. Donc lui, son sort va être réglé assez facilement par cette contradiction, qui n'est pas une contradiction théorique, mais qui est simplement liée à ses intérêts d'argent et à ses liens d'argent. Et c'est toujours pareil, le travail fait et document, qui vous paye, et toujours la différence entre un chanteur et un politique, puisqu'en fait, Jean Covici est beaucoup plus un politique qu'un scientifique. C'est très joli ce que tu racontes, mais pourquoi tu le racontes et qui te paye pour le raconter? Et quand tu fais ce travail si tu établis ces médiations, il n'y a même plus de débat sur la réalité du réchauffement climatique. Il y a simplement la réalité économique des réseaux, quoi, je veux dire, des réseaux de pouvoir et des réseaux d'argent. Voilà. Et c'est quand même l'argent qui mène le monde. Le salut de la planète n'est intéressant que dans la mesure où ça sert de discours de validation aux maîtres de l'argent et à des changements brutaux de stratégie pour continuer à faire de l'argent dans des périodes différentes de la période précédente. C'est continuer à faire de l'argent en période de crise plutôt qu'en période de croissance. Ça serait ça le résumé.
Alors après, il y a le deuxième là que j'ai regardé, la Barreau, qui est plus vendeur que Jancovici, parce que d'abord, il est plutôt astrophysicien que énarque, c'est-à-dire matheux technocrate, donc c'est plus poétique. Hein, il délire sur la 4e, 5e et 6e dimension, ce qui est très facile parce qu'il n'y a aucun enjeu derrière. Hein. Donc, à partir de délires mathématiques, il peut effectivement réfléchir sur le Big Bang, le machin, le truc. Alors, ça fait très sérieux parce que ça lui donne des tas de diplômes en astrophysique. Il est je crois qu'il se présente comme cosmogoniste ou cosmologiste, je sais pas quoi. Il a un look avec les cheveux longs. Il pourrait ressembler d'ailleurs un peu à notre ami que nous aimons bien, lui. Il peut ressembler physiquement un peu à Casasnovas, donc il a un côté décroissant écolo. Et alors j'ai vu qu'il a un double cursus effectivement scientifique. Et je vous dis, ça vaut ce que ça vaut, parce que de toute façon, il n'y a aucune implication pratique, et c'est que du délire mathématique, avec derrière un peu d'imagination et de poésie. Et je peux faire la même chose que lui en ayant un niveau de seconde en maths. Hein. Je peux délirer sur les univers en contraction, en décontraction, sur les trous noirs, c'est assez facile, c'est pas mal de bluff. Et politiquement, ça donne rien. Ça nous éloigne d'ailleurs plutôt de la politique. Hein. Rappelez-vous, vous voulez sauver votre fin de mois, moi je veux sauver le monde. C'est exactement un credo qu'on pourrait lui appliquer et qui justifie sa médiatisation. Parce que c'est pareil, c'est un premier de la classe ultra médiatisé. Et je pense que c'est un type qui aura très peu de postérité. Et il y a toujours eu des couillons comme ça. Hein. Je me rappelle Hubert Reeve à l'époque. Vous savez, l'astrophysicien des médias, où on avait Hawkins aussi, parce qu'il était en fauteuil roulant. En général, on vous survend des super scientifiques comme ça, qui sont d'un seul coup très, très flattés par l'idéologie dominante et les médias dominants. Et ce qu'il faut voir, c'est réellement leur place dans l'histoire de la science vue avec le recul de la longue durée. Est-ce que réellement ça a été des génies, des si grands génies? Est-ce qu'ils ont réellement apporté des choses utiles et si fondamentales? Moi, je sais que c'est valable pour Tesla, mais pour Hubert Reeve, on l'a même oublié celui-là. Hein. Et puis derrière, en fait, souvent, ils servent un agenda politique qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas forcément, parce qu'il n'y a pas plus couillon qu'un scientifique quand il se mêle de politique. Pour ça, on a un exemple parfait, c'est Bricmont. Hein, vous voyez, Bricmont aussi, il a un très bon niveau en sciences et en sciences appliquées, et politiquement, c'est un abruti. Hein, voilà, il ne comprend rien. Hein. D'ailleurs, je me demande à certains moments s'il n'est même pas payé pour ne pas comprendre, d'une certaine manière. Voilà. Donc, j'ai vu que ce type-là... Alors, ce qui m'a fait tiquer, c'est que moi, je ne sais pas le niveau en maths physique pour le contredire sur son terrain. Je sais que son terrain... ça confine à la poésie pure, donc on s'en fout. Mais par contre, je sais qu'il a aussi passé un diplôme de philosophie pour faire le malin. Et là, il s'appuie sur 2 philosophes en carton qui sont Derrida et Jean-Luc Nancy. Alors déjà, Derrida, c'est de la merde. Voilà, c'est la déconstruction, qui est d'ailleurs piquée, c'est déconstruction plus Talmud. Hein, voilà. On va dire, c'est Lyotard plus Béni Lévy. Vous voyez, donc ça nous emmène très très loin du sérieux de la philosophie. Et puis alors pire, Jean-Luc Nancy. Alors Jean-Luc Nancy, c'est le niveau 0 de la philosophie. C'est de la merde. Voilà. Et donc ce type-là, quand il passe un diplôme de philosophie pour accompagner son diplôme de sciences, de maths physique, d'un vernis philosophique, il va chercher les philosophes les plus bouffons de l'histoire de la philosophie. Je vous dis Derrida et Nancy. Donc moi, là, sur la philo, je l'attends, et je vous dis, ce type est un guignol intégral. Voilà. Et il est là pour vous vendre de la décroissance. J'ai vu qu'il d'ailleurs, avec tout son super niveau en sciences, il fait l'apologie du masque et du masque pour arrêter les virus. C'est donc, en plus, je vous dis, c'est un gugus qui a été coopté exactement comme la petite Thunberg, mais là, on n'est pas sur le génie intuitif de la gamine autiste Asperger, on est sur le super diplômé en maths physique qui en plus a complété les maths physiques par de la philo. Je vous dis, tout ça, c'est que du guignol. Il manquerait plus qu'il fasse à un moment donné un livre avec le Dalai Lama, vous voyez. Et moi, si je veux le comparer à quelqu'un, il me rappelle, et d'ailleurs, il a la même fonction, l'espèce de guignol qui s'appelait Villani, qui lui aussi avait la médaille Fields, c'est-à-dire ce qui équivaut au prix Nobel de mathématiques, donc qui est un super balèze en mathématiques pures. Et politiquement, il avait rejoint Macron, pour vous dire le niveau, soit de bêtises, soit d'escroquerie, mais je pense que c'est à la fois des prétentieux et des naïfs qui sont peut-être très performants dans un domaine qui est un domaine en fait totalement abstrait et qui sert absolument à rien. Et de l'autre côté, en fait, quand on voit ce que ça donne quand ils essaient de s'impliquer dans la politique, c'est des couillons complets, voire des escrocs et souvent des grands manipulés. Et Villani, il a rejoint Macron, ça faisait sérieux. C'était l'homme à l'araignée. Là, en plus, il était habillé comme un con. Enfin, je veux dire, là, j'aurais pu lui donner des leçons d'histoire du vêtement. Hein. Et puis finalement, il a trahi pour essayer de se présenter à la mairie de Paris sous son propre chef. Il s'est d'ailleurs coupé les cheveux. Et puis finalement, on l'a déjà oublié.
Donc je pense que le Barrault, c'est exactement le même genre de guignol qui impressionne le gogo avec des diplômes à n'en plus finir. Et c'est l'équivalent je dirais, en maths physique appliquée à la cosmogonie ou cosmologie, comme il veut, du Villani, quoi. Voilà, c'est le même genre de gugus. Et tout ça, ça vous vend en réalité le mondialisme dans sa période dans sa période de démondialisation. Ça vous vend le masque, ça vous vend l'état d'urgence sanitaire, ça vous vend le vaccin, il vous vend tout, lui, hein, et la décroissance, etc., etc. Et je vous dis, moi, en tant qu'autodidacte, avec un cerveau forgé à la pratique et aux lectures alternatives, ce mec-là, pour moi, c'est à peu près exactement comme notre champion de boxe poids lourd, là, Tony Yoka. Voilà. Moi, je sais reconnaître un guignol d'un mec sérieux, et je vous dis, je vois très bien que Tony Yoka n'a pas du tout le niveau d'un champion du monde unifié de boxe poids lourd, malgré un parcours que je respecte parce que c'est quand même un mec qui bosse, mais il n'a pas les qualités fondamentales, il n'a pas la gestuelle, il n'a rien de ce qu'il faut pour être l'équivalent d'un Tyson, quoi, je veux dire. Et ce Gugus dont j'ai oublié le nom, c'est pareil, voilà, c'est une fausse valeur, c'est un collabo. Alors, est-ce que c'est juste un type qui profite du système, pas pour sans doute peut-être des avantages mondains, ou est-ce que c'est un arrogant naïf qui n'a pas les moyens de comprendre à quel point il est une baudruche? Ça, j'en sais rien. Il faudrait que je discute avec lui en vrai pour le savoir. Mais je vous dis, c'est peanuts. Voilà, c'est peanuts. Hein. On en reparlera, je dirais, dans 100 ans, de ce qui pesait réellement dans la compréhension du monde, je dirais, astrophysique. Hein. Voilà. On n'a pas le recul, voilà, mais j'aimerais bien revenir dans 100 ans pour voir ce qui restera de ce mec dans l'histoire des sciences appliquées et de la, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, et de leurs implications sur la politique. Voilà. Alain Soral vient de terminer de parler, donc les commentaires vont être un peu longs. Alors, il est temps pour ceux que ça intéresse moyennement d'y aller, hein, et merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Alors, pour ceux que ça intéresse un petit peu, on va revenir sur au moins 8 points, hein, 8 points articulés en plusieurs sous-parties, selon le minutage. Tout d'abord, vers 1 minute. Alors, il nous dit que la France, donc, est essentiellement sur le clivage droite-gauche et le centre ne compte pas. C'est faux. Au moins sur la 5e République, et même sous la 4e. Vous voyez les coalitions fragiles qui se sont nouées pendant la 4e République, vous comprenez que, par exemple, le parti de M. Mitterrand, l'UDSR, l'Union démocratique, et socialiste de la résistance, qui était un parti de centre-gauche, alors que M. Mitterrand s'était plutôt présenté à ses débuts comme de centre-droit, et pour ne pas dire qu'il était de droite, hein, qu'il était vraiment de droite. Hein, voilà. Alors, c'est passé la même chose avec le parti de M. Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Les Républicains indépendants, c'est un parti fondamentalement centriste, même si lui était issu des Centre national des indépendants paysans, qui était plutôt bien à droite. Hein. Vous voyez, oui, les centristes, ils peuvent venir de courants bien droitiers, et vous allez voir qu'avec le Parti démocrate américain, ils peuvent inclure aussi des trotskistes. Alors, vous voyez, le jeu des centristes est un jeu assez trouble, qui a troublé la politique française profondément. Donc, M. Giscard était un centriste qui prônait le libéralisme avancé, qui venait en grande partie des États-Unis, même si de déconstructivisme, on sait que c'est Foucault, Derrida, etc. Bon, ça, Soral vous en parlerez mieux. Voilà. Ensuite, sous François Mitterrand, vous avez le tournant de la rigueur de 1982-1983. Alors, c'est sous l'égide de M. Jacques Delors, qui est un démocrate chrétien, encore un centriste, donc centre-gauche. Voilà. Qui est ministre de l'économie et des finances, et qui, par la suite, est devenu président de la Commission européenne. M. Jacques Chirac, donc un rat de soc, un radical socialiste,
fondamentalement, hein, même si bon, il se présentait comme un personnage de droite, on sait maintenant que c'est faux. Donc, quelqu'un qui vaguement un centriste dans sa manière de gérer, hein, même si les radicaux sont en 5e République, c'était liquidé. Hein. Mais il y a les constructions mentales. Hein. Ça joue un rôle dans l'histoire, les constructions mentales des personnages au pouvoir. Vous avez M. Sarkozy qui était inspiré des néoconservateurs qui viennent du Parti démocrate et qui sont à l'origine des trotskistes qui ont pris cette appellation pour pas effrayer les gens, parce que aux États-Unis ça fait un peu plus peur les anarchistes et les trotskistes qu'en France. En France, bon, c'est sociologique, hein. Voilà. Monsieur François Hollande, disciple de Jacques Delors, fondamentalement un centriste, oui. Le centrisme a joué un grand rôle dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, fondamentalement. Même si on se répète. Voilà. Donc, après, lol, hein. Monsieur Zemmour, un intellectuel, bon. D'accord. Sinon, pour le reste de ce que dit Alain Soral, plutôt d'accord. Hein. Voilà, le trouble jeu de Monsieur Zemmour. On y reviendra tout à l'heure. De toute façon, on va pas s'étendre. Il faut faire tous les points. Deuxième point. Vers 11 minutes 10. Alors, l'intervenant, ce serait Amalek, le rappeur de droite Amalek, qui fait des dossiers hein, sur l'extrême droite et leur lien avec les milieux occultes, les milieux liés aux affaires de mœurs, etc. Hein. Ce serait Amalek qui pose la question, sauf que on peut en douter d'un certain point de vue, puisqu'il est loin d'être complaisant à la guerre d'Alain Soral qui a défendu Matzneff. Voilà. Gabriel Matzneff, hein, vous connaissez l'affaire, hein, si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours vous renseigner. Voilà, c'était le deuxième point. Troisième point, voilà, ah oui, pour ce qui est de la gauche sociale, donc à 26 minutes 30, donc oui, la gauche sociale luttait pour le partage des richesses. Après, il parle de lutter contre le capital, parce qu'il est marxiste, hein, ça reste un problème. Non, en plus, il a soutenu, jusqu'à un certain point, bien entendu, il a soutenu Monsieur Trump, donc il devrait savoir que la solution, ce serait plutôt de se réapproprier les outils efficaces du capitalisme, dans un cadre plus national, même si bon, il y a à dire sur le nationalisme aussi, hein. Plus local, disons. Voilà. Et après, il dit qu'il faudrait s'inspirer d'une idéologie Marx-Nietzsche. Alors ça, c'est à voir, ça. Déjà, Marx, il y a à redire. À Nietzsche, il y a beaucoup à redire. Donc, on attend d'avoir lu son livre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais là, non, ça part pas dans la bonne direction. Quatrième point, à 29 minutes 30. Oui, Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio qui a tendu le guet-apens à M. Étienne Chouard au sujet des chambres à gaz. M. Étienne Chouard qui se présentait comme le porte-parole des Gilets jaunes, notamment à travers l'affaire du référendum d'initiative citoyenne. Voilà. C'est un peu ancien tout ça. On ne redira pas ce qu'on en pense de ce gadget, hein. Mais dès le début, faut savoir que Sud Radio, non, quoi. Sud Radio, c'est très suspect. Outre les raisons que donne Monsieur Soral, bon, on n'est pas forcément sur la ligne de Monsieur Soral, mais il y a certains points qui s'en rapprochent, c'est sûr. Il faut savoir aussi, 30 minutes 15, que Monsieur Berkoff, donc,
participer à un média qui s'appelle La France Live, un média internet qui s'appelle La France Live avec Monsieur Golnaden, donc on peut penser ce qu'on veut, hein. Pas forcément des bonnes choses. Voilà. Avant cette association, Monsieur Berkoff, donc La France Libre, c'est un média anti-islam fondamentalement. Avant cette association, Monsieur Berkoff proclamait que l'islam n'est pas agressif. Vous voyez, donc Alain Soral vous parle des volte-face d'André Berkoff, mais il va pas encore pas assez loin. C'est vraiment quelqu'un de très 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 suspect, Monsieur Berkoff, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, 32 minutes 45. Monsieur Soral n'est plus profondément républicain. Bon, ça va dans le bon sens. Il fait une critique. Bon, déjà une critique en profondeur de la Cinquième République, ça serait déjà largement suffisant. Voilà. Bon, on connaît certains mérites au De Gaulle de la période 58-69. Bon, on peut, c'est sûr. Après, il y a à redire encore aussi. 33 minutes 20. Ah oui. Alors, ni Zemmour, ni Berkoff, ni Rougeron, ni Papacito, et ni les Braves. Ça, c'est clair, ça. Voilà les 5 gros pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Sinon, on n'en sortira pas. On n'avancera pas, hein. Alors, c'était 4e point. 5e point, voilà. Ah oui, voter honteux. C'est pas mal le vote honteux. Si vous avez le temps, un roman très très bon à vous conseiller. En plus, l'écriture est magnifique, hein, franchement. Ça s'appelle Nous autres d'Eugène Zamiatine. Eugène Zamiatine, pardon. À force de parler avec le masque, on finit par plus savoir parler. Zamiatine. Z-I-A-M-I-A-T-I-N-E. Voilà. Dissident russe. Dissident soviétique. Voilà. Dans les débuts, hein, dans les tout débuts. Ah, il parle du despotisme éclairé à 38 minutes 20. Alors oui, déjà, il y a eu une tentative en 1771 de Louis XV, ça s'appelle la Révolution royale. Comme ça qu'on a appelé la tentative. Malheureusement, Louis XVI est revenu dessus en rappelant l'ancien Parlement. Ça, c'était pas encore trop grave, mais le problème, c'est qu'il a pas suffisamment soutenu ses ministres réformateurs. Bon, Turgot, il y a à redire sur son programme, mais en 1788, il a voulu initier un programme de réforme très profonde et trop tardif, beaucoup trop tardif. Il aurait fallu l'initier après la guerre d'Amérique. Ça aurait marché. Calonne n'avait pas assez de crédit pour crédit dans l'opinion pour réussir ce programme. Brienne, bon, c'était trop tard, donc voilà. Donc on est arrivé à la Révolution comme ça, mais bon. Et le dispositif éclairé de Napoléon Ier, faut savoir qu'il a abouti à une catastrophe en 1814-1815, voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus. Mais effectivement, c'est une piste valable, hein. Après, ça dépend des protagonistes. 6e point, 42 minutes 10. Voilà, le Nimar Nietzsche lui échappera durablement, hein, n'insistons pas, hein, à Soral. Bon, on verra avec son livre, hein. 40 minutes 05. Ah oui, il restera de la France que Top Chef. Non, même pas, parce que Top Chef, s'il reste encore des tocs, après la crise du Covid, vous avez vu Monsieur Etchebest faire une manifestation un peu théâtrale avec les batteries de cuisine, vous vous rendez compte que c'est le naufrage total, quoi. Voilà. On regrette tout ça, hein, franchement. Alors,
7e point, 47 minutes 50. Ah oui, les Québécois, ils sont plus français que les Français. Non, ils se sont fait empoisonner par tous les anglicismes au niveau linguistique, hein. Mais c'est pas à cause de la partie anglo-saxonne du Canada, c'est tout simplement parce que le mondialisme a profondément fait intrusion au Québec. C'est massif, hein. C'est massif, hein. Il ne connaît pas assez bien le Québec, monsieur Soral. Il faudrait qu'il se renseigne un peu plus. Enfin, bon, c'est une vision idéalisée. Donc, oui, 54 minutes 5. Voilà. Notez que pour l'instant, les CNews, hein, la chaîne dont M. Zemmour est le chroniqueur vedette, pour l'instant, ils font de l'anti-Macron de surface, hein. C'est de bonne guerre, hein, ça n'enlève rien à la pertinence de ce que dit Alain Soral au sujet de la du probable déroulement de la campagne présidentielle. Voilà. Bon, les braves, ils font du macronisme à fond. Par contre, ils s'en cachent même pas, quoi. Les créatures de M. Zemmour. Vous voyez à quel point c'est vicieux, hein. C'est vicieux. C'est Mignot qui, carrément, elle, est une fan revendiquée de M. Macron. Voilà. Alors, 8e point, oui. Ah oui, à propos des clandestins, oui, il fait bien de... J'utilisais cette appellation quand on parle de clandestins, de personnes en situation irrégulière, parce que ça c'est important de le dire, et on constate avec plaisir que M. Soral dit les choses clairement, maintenant, voilà. Il défend de plus en plus la France, bizarrement, depuis qu'il en est parti, hein. Donc, on va le soutenir, parce que, de toute façon, on a besoin de tout le monde, et surtout d'Alain Soral, hein. C'est sûr que on regrette un peu la brouille qu'il y a avec notamment Monsieur de Lesquin, hein. Bon, c'est un peu dommage, parce que là, il n'y a pas beaucoup de troupes. Faites ce que vous voulez, hein, les gens. Voilà. Oui. Alors, il est intéressant que M. Soral dise que Génération Identitaire puisse être auxiliaire de police dans les cas où il faut arrêter des clandestins. Oui. Alors après, ce qui va vous être dit, c'est ce qui va être dit par la suite par M. Soral. Donc, bon, on le répète quand même. Génération Identitaire a été manipulée par les nationaux sionistes, entre guillemets, si vous voulez utiliser cette appellation, mais bon, elle paraît assez pertinente, hein. Ah oui. Maintenant, il y a un phénomène de polarisation. Maintenant que c'est dissous, le nom qu'il cherchait d'un MSL, elle s'appelle Tess Descuffon. Donc, c'est un pseudo, hein, mais naturellement, elle s'appelle pas forcément comme ça. Au moins le prénom, même le nom. Ah oui, maintenant, elle nous fait du redevenu des hommes. Voilà, donc, il n'y a plus de Génération Identitaire. Elle fait une interview et elle demande aux hommes de se revériser. Donc, on avait déjà Virginie Vota pour ça, donc merci bien. Voilà. Bon, c'est du même magazine populaire, hein, voilà, donc c'est une posture, hein. Ah, par contre, quand il parle d'une jeune espagnole qui a des positions qui lui plaisent, méfiance quand même, méfiance. Faut y regarder de plus près, parce que maintenant, faut vraiment scruter de très 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 près, hein, parce que on va nous en sortir beaucoup, hein. Voilà. Et pour finir, à 1 minute 3:05, donc si vous êtes intéressé pour tout ce qui est des problèmes d'écologie, vous pouvez toujours vous reporter à la vidéo sur la chaîne secondaire de cette chaîne-ci, Soral Grand Reset 3, qui sera en lien. Et en description de cette vidéo dont on parle, il y aura donc les liens pour aller sur Égalité et Réconciliation et avoir les vidéos, hein, si vous voulez, hybrides, etc. Voilà. Merci beaucoup.